Vous êtes passé devant, hein. Et eux, ils sont Franklin Roosevelt. C'est parti. Arctic Immobilier, bonjour. Bonjour, Arctic Immobilier. Au fait, je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas une location des libres là? Ça dépend ce que vous recherchez. Bon, un F3. Non, j'ai rien du tout. Oh là là. Pas de F3. Même un F2? En ce moment, non. Non, parce que bon, là, selon mon cas, puisque je travaille non loin de votre agence, hein, donc... Oui, je comprends, mais en ce moment, on n'a absolument rien. Ah, d'accord. Ah, là, là. Je suis désolée. Mais sinon, par contre, au cas où vous en aurez, moi, je peux vous laisser quand même mes coordonnées, comme ça, bon, vous me contactez. Essayez de rappeler dans 10 jours. Pardon? On a beaucoup de demandes, donc ça sert à rien. On a beaucoup de dossiers qui se déposent, donc essayez de rappeler dans 10 jours. Dans 10 jours, hein? D'accord? D'accord, 10 jours, d'accord. 2 semaines. Je ne manquerai pas. Voilà. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est pas mal ça. Oui. On va voir si pour nous ça fait pas. Oui, mais encore une fois, on a l'impression au début qu'elle. Allez, posez-le. Arctic Immobilier, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Samuel Thomas à l'appareil. Je cherche un logement pour le mois prochain ou pour, disons, dans les 15 jours qui viennent, sur Chevilly-la-Rue. Bah, disons, F2, F3? En location. Oui, en location, oui. En location en ce moment, mais j'ai un F2 dans Paris 15e, si ça vous intéresse. Vous avez un F2 dans le 15e? Ouais. Ah oui, c'est pas inintéressant. Il y a quel loyer? Alors écoutez, c'est ma collègue qui s'en occupe, donc on a une autre agence sur Paris, je vais vous donner son numéro de téléphone un instant, je vous prie. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui. C'est le 01 42 16 Oui. 96 deux fois. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Au revoir. Bon, on va faire le casting là-bas. Tendu. Tout l'immobilier. Hein. Un F3 dans le 15e. Tout l'immobilier, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Là, je vous appelle, c'est pour savoir si vous aviez une location, un F3 ou un F2. Ah non, en ce moment, on n'a plus rien en location. On attend que les étudiants bougent un petit peu, mais là, on n'a rien du tout. Oh là là, ben à peu près jusqu'à quand on pourra renouveler, n'est-ce pas, la demande? Ouais, vous appelez de temps en temps, mais pour l'instant, on n'a rien du tout. D'accord, de Je temps suis en temps. désolée. Madame, Oui, monsieur. de temps en temps, à peu près quoi, 5 jours, 10 Une jours? fois par semaine, vous essayez de téléphoner. D'accord. Bon, bien, bon, merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Bon. Tout l'immobilier, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, je suis bien à tout l'immobilier? Oui, Bonjour. bonjour. Je téléphonais à tout hasard si vous aviez un logement à louer de type F3 dans le 15e arrondissement. Ou... Non, j'ai 2 pièces dans le 15e. Vous avez un 2 pièces dans le 15e? Oui. Ah bah c'est bien, c'est type F3, un 2 pièces. Un 2 pièces qui fait, je sais plus la surface, je ne me rappelle même plus. Attendez, que je vous dise ça. Alors, j'ai un 2 pièces rue d'Ambal, Rue d'Ambal. c'est à côté du métro Convention, Ah très bien. qui fait 893 € et fait 47 mètres carrés. Ah très bien. C'est un immeuble de standing, c'est Ah quoi? oui, c'est un très bon immeuble ancien, très bel immeuble. Ouais. D'accord. Et qui est Avec bien. ascenseur. C'est un immeuble qui est bien fréquenté, tout ça? Ah oui, absolument.
Bon, Ouais, et très très bien. d'accord. Il est disponible quand? Il est vide là. Il est vide là? Ouais, les locataires sont partis là il y a quelques jours. D'accord. Je peux passer vous voir cet après-midi? Pour le visiter, Non, pour vous amener les pièces de mon dossier ou il faut le visiter d'abord? bah, vous pouvez toujours venir, oui, me donner les pièces de votre dossier. D'accord. Et puis moi je vous le ferai visiter lundi ou mardi si ça marche. D'accord. Mais vous- sinon, moi je vous le fais visiter avant, c'est-à-dire faut que je le fasse visiter aujourd'hui. Parce Très que bien. demain je suis pas là. Eh bien écoutez, moi je passe cet après-midi. Hein? C'est Monsieur Thomas. Comme ça, vous le donnez pas à quelqu'un d'autre? Alors, monsieur Thomas, vous habitez où? Eh ben, pour l'instant, j'habite dans le 15e, mais j'habite chez des amis. Donc Oui, mais vous êtes où en ce moment, à l'heure qu'il est là? là, je suis dans le 19e. Ah bon? Et vous serez dans le 15e vers quelle heure? Oh, vers 4 heures? Bon, ben moi, si je vous dis, je vous donne un rendez-vous à 5 heures sur place, c'est bon? C'est bon, oui. Mhm. Mais vous y venez, hein, que je me déplace pas du 13e pour rien, hein. D'accord, d'accord. Alors, je vous donne l'adresse, c'est Oui. 44 Oui. rue Dombasle. Rue Dombasle. Alors, la rue Dombasle, elle est parallèle à la rue de la Convention. D'accord. C'est-à-dire que vous la retrouvez au métro Convention. Mhm. Hein? Très bien. Alors, moi, j'y serai à 17 h. D'accord. Et vous êtes madame? Mougeot, M-O-U-G-E-O-T. D'accord. Et je vous trouve devant l'entrée? Voilà, vous me donnez votre téléphone, vous avez un portable? Oui. Alors, allez-y. Le 06 Oui, 82 oui, 86 oui, 09 oui, 61. voilà. Et vous avez un portable si je dois vous joindre au cas où j'ai un contretemps? 06 86 86 31 31 14 14 42. 42. Alors, si jamais vous ne pouvez pas venir, faites-moi signe Voilà. au moins à 4h30 parce que je vais partir d'ici à 4h30. D'accord. Hein? Eh bien, je vous remercie, c'est très gentil. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Là, au début, elle parlait du studio pour les étudiants. Elle dit qu'elle avait rien de libre et là, maintenant, elle en a un qui est libre dès aujourd'hui. Donc voilà, bon, là, c'est un testing concluant. On connaît même son nom, on connaît l'adresse de l'appartement. Voilà, il ne reste plus que C'est important à situer. Lorsque vous parlez de liberté, égalité, fraternité, il y a quand même des éléments historiques à rappeler. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, à l'époque où cet adage a été, je dis bien adage, a été prononcé, liberté, l'égalité, la fraternité n'existait pas pour les Noirs puisqu'ils étaient encore esclaves. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et quand on parle de l'histoire d'un pays, il est nécessaire de parler de tous les chapitres de l'histoire. C'est une suite logique d'événements. La situation dans laquelle on est plongé ici n'est pas due simplement au fait qu'on est en banlieue. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez d'ailleurs riche ou pauvre, et c'est pour ça qu'on a voulu vous emmener ici et non pas se réunir ailleurs. Vous pouvez être noir et vivre dans le 16e, mais de toute façon, face au contrôle, au passé de la police, vous serez toujours considéré comme un citoyen de seconde zone. Il y a un regard, et peut-être même émanant de vous, il y a un regard racialiste, un regard raciste qui fait que, comme le disait mon petit frère tout à l'heure authentique, le repli identitaire n'est pas vécu comme un repli de frustration, mais comme un repli de dignité. Bonjour à tous. Bon, dans cette première vidéo, je pense que certains d'entre vous ont reconnu ces fameuses vidéos où on parle de testing. C'est-à-dire on appelle des agences immobilières ou des entreprises, on envoie deux appels, un qui est avec un accent africain ou arabe et l'autre sans accent. Et on regarde la réaction des gens qui sont de l'autre côté. Et là, vous venez d'assister à une discrimination raciale en direct. Bon, dans certaines de mes vidéos, j'avais émis l'hypothèse selon laquelle le mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, pourrait fort bien correspondre à cet autre personnage dont l'eschatologie messianique musulmane lui donnerait le titre de Mahdi. En sachant cela, en sachant que ce fameux Mahdi pourrait provenir de la communauté musulmane, c'est-à-dire maghrébine, il serait donc assez bien de dire quelques mots sur l'histoire de l'immigration maghrébine en France. Au tout début du XXe siècle, les mines du Nord et de Normandie commenceront à recruter plusieurs milliers d'Algériens et de Marocains. Et pendant la Première Guerre mondiale, 300 000 soldats originaires du Maghreb seront mobilisés par la France et 130 000 ouvriers remplaceront les Français partis à la guerre.
Je parle bien de la guerre de 14-18. 30 000 soldats maghrébins seront tués au front. Et en remerciement, et pour leur rendre hommage, la France autorisera en 1926 la construction de la mosquée de Paris. Oui, c'est pour cette raison que la mosquée de Paris avait été construite. C'est suite aux milliers de morts maghrébins, marocains, tunisiens et algériens sur les fronts et dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. À partir des années 20, l'arrivée des immigrés maghrébins va s'accélérer, mais il sera vite freiné à cause de la crise des années 30. Beaucoup d'immigrés seront alors invités à retourner au pays. Mais bon, ce retour sera de courte durée, car après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand je dis de courte durée, c'est ouais, ça a duré 15 ans quand même. Mais bon. Comme après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait reconstruire le pays. Et à partir des années 50, le patronat français et les autorités françaises aussi commenceront à recruter en masse. Et devant l'afflux massif d'immigrés, la France finira par décider au milieu des années 70 de mettre un frein à cette immigration massive en privilégiant le regroupement familial. La décision de suspendre l'immigration de travailleurs salariés en juillet 1974 sera suivie par une politique de regroupement familial. Les enfants qui sont venus souvent en bas âge avec leur mère ou sont nés en France dans les années qui ont suivi donneront naissance à la deuxième génération d'origine maghrébine. Et on évaluerait son nombre à environ 2 millions. Probablement qu'elle a augmenté aujourd'hui, mais bon. Contrairement à leurs parents qui portaient des titres de résident, la deuxième génération née en France possédera automatiquement la nationalité française. Elle bénéficiera du double droit du sol dès sa naissance, c'est-à-dire les jeunes. Ils vont bénéficier du double droit du sol dès leur naissance, s'ils ont vu le jour sur le territoire français, de parents nés en Algérie avant le 1er janvier 1963. Quant aux enfants d'immigrés maghrébins venus sur le sol de France en bas âge, eux, ils bénéficieront d'une modification de la loi sur le code de la nationalité faite en 1998 par Guigou, et qui leur permettait d'acquérir la nationalité française à 18 ans s'ils avaient vécu 5 ans en France, dans les années précédant leur majorité. Bon, ceux qui sont venus en bas âge, ils avaient automatiquement la nationalité française. Mais bon, cette loi s'applique surtout aux étrangers qui arrivent en France et qui y séjournent 5 ans. S'ils ont séjourné 5 ans sur le sol de France, ils peuvent pouvoir profiter de la nationalité française. Précisons tout de même que cette deuxième génération est considérée comme des binationaux, car en plus de la nationalité française, ils ont aussi la nationalité algérienne, tunisienne ou marocaine, car les pays musulmans accordent en général la nationalité par filiation. Si les parents sont tunisiens, les enfants sont tunisiens, et ils ont automatiquement la nationalité. Pareil pour les Marocains et les Algériens. Beaucoup de ces familles d'immigrés qui venaient s'entasser dans des bidonvilles, ceinturant certaines grandes villes, profiteront dès les années 60 d'un programme de construction de logements bon marché à caractère social, qu'on appelait les HLM, habitations à loyer modéré. Ces grands ensembles qui verront progressivement le jour à la périphérie des villes deviendront avec le temps nos fameuses banlieues. La construction de tous ces logements sociaux n'avait qu'un but, faire disparaître tous ces bidonvilles qui ceinturaient les grandes villes, et dans lesquels venaient s'entasser les familles d'immigrés. Vous avez des bidonvilles qui étaient célèbres comme celui de Nanterre. L'hygiène de vie dans ces bidonvilles était des plus déplorables. Dans certaines maisons, il n'y avait même pas l'eau courante. Les familles d'immigrés se débrouillaient comme elles le pouvaient pour aller chercher de l'eau. Et de ce programme de construction naîtra plusieurs villes nouvelles. Vous aviez Ivry, Créteil, 50 en Yvelines, et bien d'autres. Construites ces débuts pour de jeunes couples des classes moyennes. Une partie de ces nouvelles métropoles, aux petites villes, seront progressivement entourées de tours, et du moins saturées de tours et de barres d'immeubles à leur périphérie. Et devant ce regroupement de logements, les classes moyennes commenceront à fuir ces banlieues, où les autorités avaient commencé, elles, à reloger les familles nombreuses d'immigrés venant des bidonvilles. Puisqu'à l'origine, la construction de tous ces logements était destinée à mettre un terme à tous ces bidonvilles. Et faire revenir toutes ces familles d'immigrés dans les grands logements et détruire les bidonvilles. Avec le temps, toutes ces banlieues se transformeront en véritables ghettos. Les enfants d'immigrés y grandiront, ils fréquenteront les écoles qui se trouvent dans ces mêmes quartiers, et tout leur univers culturel, associatif, religieux et professionnel se trouvera intégré dans ces mêmes ghettos. Là, on peut dire qu'ils ne connaissaient plus grand-chose du monde extérieur.
Cette ghettoisation expliquerait entre autres l'échec scolaire qui conduirait à la délinquance de tous ces jeunes. Quand je dis tous ces jeunes, de certains de ces jeunes, hein, parce que certains réussissent quand même. Hein. À travers le jeu médiatique, tous ces jeunes issus de l'immigration seront assimilés au fil des années hein, à la délinquance, à l'individu non assimilable et surtout depuis quelques années à l'intégrisme religieux. Hein. Au radicalisme, si vous voulez. C'est devenu le mot-clé de nos médias actuellement. Ce radicalisme, à travers certains médias, radicalisme veut dire ne plus se soumettre à l'islam, en gros. Oui, parce qu'on joue sur les mots, on parle du radicalisme, on parle de ces fameux djihadistes terroristes, mais avec un fond, comment dire, matérialiste. En réalité, c'est bien une religion qu'on ciblerait. Hein. C'est surtout que, en sachant que les francs-maçons se cacheraient derrière certains réseaux médiatiques, hein, et surtout notre oligarchie. Elle, en réalité, elle se contrefout complètement de nos djihadistes terroristes. Elle, ce qui la gêne, c'est un peu la religion musulmane, puisqu'ils n'ont plus rien à craindre du christianisme, parce que, comme vous le savez, depuis la Révolution française, hein, la France est en pleine déchristianisation. Hein. Et ce qu'il en reste, j'allais dire, c'est certains mouvements d'extrême droite qui se revendiquent chrétiens. Il faudrait déjà qu'ils apprennent à aller à l'église le dimanche avant de sortir de superbes mots hein, sur l'Europe chrétienne. Hein. C'est bien de revendiquer l'Europe chrétienne, mais quand on ne va pas à l'église, ça fait étrange quand même. Parce que là, en réalité, à travers le christianisme, c'est un peu leur nationalisme qu'ils remettent devant eux. Hein. À travers ces jeunes issus de l'immigration, nos médias, en général, essaient de nous fabriquer le bouc émissaire idéal pour contrer le mécontentement populaire devant la montée d'une crise économique qui n'arrête pas d'appauvrir le pays. Le cliché qui nous montre les médias de la banlieue, violence, drogue, etc., a progressivement cédé le pas vers celui de l'intégrisme islamique aujourd'hui. Hein. Oui, le radicalisme religieux. Parce qu'on nous explique que, voilà, l'islam, ces gens combattent au nom de l'islam. Ces jeunes gens, il faut expliquer que 90% d'entre eux viennent de la haute délinquance. Hein. Donc, quand vous me dites que l'islam leur a demandé, l'islam n'a rien demandé. Ce sont des groupes nationalistes comme Daesh qui demandent à ces jeunes délinquants de venir perpétrer leurs attaques terroristes. Hein. En sachant fort bien qu'en agissant de la sorte, ils vont discréditer complètement la religion islamique. Ce que, bien entendu, l'oligarchie recherche. Hein. Oui, c'est son but final, hein, discréditer complètement la religion islamique. Là, ils ont trouvé le vecteur qui leur permet de vraiment discréditer la religion. Parce que lorsqu'on emploie le terme radicalisme, en réalité, quelqu'un qui se radicalise dans la religion islamique, c'est pas vraiment le délinquant. Hein. Et d'ailleurs, le musulman radicalisé va rester dans sa mosquée. Hein. Il ne va pas prendre une arme et aller tuer des gens gratuitement. Ça, il le fait lorsqu'il est dans une guerre dite sainte, je pense. Ceux que vous voyez prendre des armes, c'est des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la religion. Hein. D'ailleurs, comme j'ai dit dans certaines de mes vidéos, c'est des gens qui passaient leur temps à flirter avec le libertinage. Hein. La société de consommation, l'alcool, les joints, les sorties en boîte. Beaucoup de ces jeunes vivaient dans ce milieu. Hein. Et on ne va pas nous faire croire qu'en quelques semaines, ils se sont convertis à l'islam. Hein. C'est pas vraiment une conversion. Hein. Ils ont finalement intégré une caserne militaire hein, pour aller commettre des opérations commando. Hein. Oui, pour moi, Daesh, c'est une caserne militaire. C'est pas la religion islamique. Hein. Soyons réalistes quand même. D'ailleurs, vous avez remarqué que depuis quelque temps, on en parle de moins en moins. Hein. Et vous verrez que lorsque Daesh disparaîtra, l'oncle Sam, notre cher allié américain, va trouver assez rapidement un nouvel ennemi, hein, parce qu'il faut faire tourner les intérêts du complexe militaro-industriel. Bon, là, je m'éloigne de ma thématique, je reviens sur ma vidéo. Nos médias nous disent que beaucoup de ces jeunes délinquants issus de l'immigration, qui ne veulent pas s'assimiler dans la société française, s'engagent massivement aux côtés de Daesh. Et pourquoi agissent-ils de la sorte? À cause d'une discrimination raciale qui les exclut complètement de la société française. Hein. Ça commence au niveau scolaire, car comme vous le savez, la grande majorité de ces enfants d'immigrés hein, sont scolarisés dans l'enseignement public avec une orientation déjà prédestinée hein, pour les filières dites professionnelles et assez courtes, hein, où bon nombre d'entre eux sortent de l'école à 16 ans, hein, sans aucun diplôme ni qualification. Hein.
C'est pour cette même raison que vous les retrouvez dans des métiers de manutention, conditionneur, préparateur de commandes, chauffeur-livreur, et jamais dans des métiers valorisants, comme ingénieur, médecin. Bon, certes, il existe une minorité qui aurait franchi le cap des grandes écoles, mais celle-là aussi subira finalement à son tour la discrimination raciale lorsqu'elle cherchera un emploi dans son secteur. Par exemple, pendant le conflit algérien, de 91 à 99, beaucoup de médecins algériens ont fui l'Algérie pour venir se réfugier en France. Beaucoup de ces médecins n'ont pas réussi à trouver de travail. Vous les retrouviez, pour certains d'entre eux, comme aide-médecins ou infirmiers. C'est pour vous dire. Lorsqu'ils quittent le cycle scolaire, une partie de ces jeunes sans qualification se retrouvent confrontés à ces clichés médiatiques qui nous les présentent comme des mal assimilés, caractériels et assez violents. Donc, ils vont subir à nouveau la discrimination. Parce que comme vous voyez dans les reportages télé, on nous montre des jeunes qui savent à peine parler, qui parlent le langage verlan. Vous savez, c'est le langage qui consiste à inverser les mots. Et bon, ils vous sortent 4 gros mots dans une phrase aussi. Donc voilà. Par contre, dans ces mêmes banlieues, vous avez des jeunes qui s'expriment très bien, mais bon, les médias, du moins les journalistes qui font les reportages, auront beaucoup de mal à s'orienter vers ces jeunes, puisqu'ils veulent donner ce cliché du mal assimilé. Et si vous faites écouter l'opinion des jeunes issus de l'immigration qui s'expriment correctement, comme vous venez de le voir dans le petit extrait du testing, bon, c'est un Français qui parlait et vous aviez un Africain, mais vous avez des jeunes beurs issus de l'immigration qui s'expriment aussi bien que le Français que vous venez d'entendre. Et au téléphone, vous ne pourrez pas savoir si c'est un étranger ou un Français, jusqu'à ce qu'il vous donnera son prénom. Bah oui, c'est logique. Bon, lorsque ces jeunes arrivent à trouver un travail et qu'ils recherchent un logement, là, ils vont se retrouver une nouvelle fois confrontés au cliché médiatique qui va les maintenir dans cette banlieue. Les propriétaires de logements n'oseront même pas retenir leur candidature de peur de voir leur appartement dégradé ou voir le voisinage se plaindre de l'arrivée de cet Africain ou de ce Maghrébin. Parce que dans la vidéo sur le testing, vous avez bien remarqué que l'agence immobilière ne voulait pas d'Africains dans sa résidence. Là, c'était flagrant. Donc, à cause de tout cela, on leur propose des logements dans les banlieues. Beaucoup de ces jeunes aspirent à fonder une famille en dehors de ces banlieues. Mais bon, le cliché médiatique étant ce qu'il est, ils sont contraints de rester vivre en banlieue. Ce qui est assez étrange, c'est que les Algériens qui seraient le plus confrontés au racisme, du moins le plus, en général, ce sont les Maghrébins qui sont le plus... les Algériens le subissent le plus parce que c'est l'une des communautés qui est la plus importante en France. Après celle du Portugal. Les Algériens qui seraient le plus confrontés au racisme seraient, d'après une enquête conduite par une certaine Michel Tribalat, qui retenait comme critère d'intégration la langue parlée à la maison, les mariages mixtes, le parcours scolaire, la mixité de l'habitat, l'insertion professionnelle, et la faible pratique de l'islam. Oui, là, c'est une autre donnée sur la faible pratique de l'islam, dont je parlerai probablement dans une autre vidéo, je ne sais pas quand. Les mieux intégrés, donc elle disait que ces Algériens seraient les mieux intégrés dans le tissu social français, loin devant les Turcs et les Africains, et mieux que les Portugais pour les parcours scolaires. Les Algériens seraient donc la communauté qui s'intégrerait le mieux dans le tissu social français. Alors je me pose cette question, pourquoi nos médias nous disent qu'ils ne veulent pas s'intégrer ou s'assimiler? Et vous allez me dire, s'assimiler ou s'intégrer à quoi? Au christianisme? On sait que depuis la Révolution française de 1789, la France est un pays qui s'est complètement déchristianisé, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Aujourd'hui, toutes nos institutions sont dites laïques, c'est-à-dire qu'on occulte les lois de Dieu. Dieu n'a pas le droit d'intégrer ces institutions. Et ces mouvements d'extrême droite qui nous parlent d'une Europe chrétienne, il faudrait déjà qu'ils commencent à fréquenter les églises avant de sortir de tels slogans quand même. La seule intégration que je connaisse, c'est celle qui désintègre la culture de l'individu pour l'intégrer au milieu d'un système économique capitaliste qui déshumanise tout le monde. Là, c'est dit clair et net. Clair.
C'est dit clairement. Ben, vous imaginez dans le futur, lorsque ce fameux grand monarque qu'on appelle le Mahdi arrivera en France, hein, parce que selon mes recherches, je pense qu'il viendra parmi l'immigration maghrébine et plus précisément parmi la communauté algérienne. Hein. Eh ben, vous vous rendez compte si cette personne commence à subir le racisme ou la discrimination raciale. Hein. Ben, c'est qu'en grandissant, ce problème sera comment dire, présenté à toute la planète, hein, puisque comme il aura une aura planétaire, et je pense que déjà en France, on sera très très mal. Hein. On sera très mal vu de l'autre côté de la planète. Parce que pour l'instant, bon, je dirais que d'après les prophéties, il serait né. Donc, et comme vous le savez, depuis 30 ans, les médias n'ont fait que monter l'opinion française contre l'immigration. Hein. Oui, c'est pas par hasard, hein, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on a l'impression que les forces du mal se servent du réseau médiatique pour discréditer la religion d'où émergera ce fameux Mahdi. Donc, s'il est déjà né, je pense qu'il doit subir la discrimination raciale comme beaucoup de monde. C'est malheureux à dire, hein, mais bon, vous savez que cette personne régnera sur le monde. Ça commence, il va partir d'un mauvais pied en France, hein, je pense. Mais bon, ça, je peux pas vous prouver et vous dire s'il est vraiment né, s'il existe, il existe ou s'il va naître dans quelques années. Hein. Moi, je me base sur les prophéties que j'ai découvertes. En fonction de ces prophéties, et d'ailleurs même en rapport avec tous les signes qui nous arrivent, hein, c'est fort probable qu'il soit né dans les années 70. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.